Chers amis, tout d'abord, merci pour l'invitation. Depuis que j'ai été nommé rapporteur des Nations Unies sur les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, j'insiste toujours sur le fait que nous sommes confrontés, entre autres, à une crise particulièrement paradoxale. La crise mondiale de l'eau sur la planète eau, la planète bleue, avec quelques 2 milliards de personnes sans accès garanti à l'eau potable, dont la plupart ne sont pas proprement des assoiffés sans eau dans leur environnement de vie, mais plutôt des personnes appauvries qui vivent à côté de rivières ou sur des aquifères pollués, ou dont les eaux sont accaparées par des acteurs puissants pour leur activité économique. Pour faire face à cette crise de l'eau, je propose de relever 3 défis. Premier, faire la paix avec nos rivières et nos écosystèmes aquatiques. Deuxième, promouvoir une gouvernance démocratique de l'eau, en la considérant comme un bien commun et non comme une marchandise ou un simple intrant productif. Et troisièmement, faire de l'eau un argument de paix et de collaboration entre les peuples. En ce qui concerne le premier défi, il ne sera pas possible de progresser sérieusement dans la garantie d'une eau potable sûre pour les 2 milliards de personnes qui n'en disposent pas, si nous ne sommes pas en mesure de restaurer les rivières, les sources, les lacs ou les aquifères d'où ces personnes tirent leur approvisionnement quotidien en eau. J'entends souvent parler de la nécessité de développer et d'appliquer des technologies sophistiquées pour relever ce grand défi qu'est la réalisation de l'ODD6. Et nous disposons sans doute certainement des technologies nécessaires pour résoudre ou traiter chacun des problèmes qui affectent ces personnes. Nous pouvons faire venir de l'eau de qualité de sources éloignées, à des centaines même de kilomètres, où nous pouvons installer des usines d'osmose inverse à côté du village qui n'ont que de l'eau polluée. Oui, mais nous ne devons pas oublier que nous parlons de personnes extrêmement appauvries, pour la plupart, qui ne peuvent pas se permettre de telles solutions. La seule option viable est de retrouver le bon état des écosystèmes à partir desquels ils sont approvisionnés. De retrouver l'ingénierie naturelle du cycle de l'eau, qui fonctionne d'ailleurs avec des technologies naturelles très sophistiquées et de l'énergie solaire gratuite. En 2023, j'ai élaboré et présenté un rapport sur ce sujet qui est disponible sur le web. Je vous invite à le lire. En ce qui concerne le deuxième grand défi, il est essentiel de comprendre et de privilégier parmi les nombreuses fonctions et valeurs en jeu autour de l'eau son rôle essentiel d'âme bleue de la vie. Nous devons tenir compte des priorités éthiques dans la gestion de l'eau. Pour l'expliquer, j'invite souvent à opposer la gestion de l'eau et celle du bois, qui est aussi une ressource naturelle et renouvelable comme l'eau. Tout d'abord, il faudra comprendre la forêt comme un écosystème vivant et non comme un stock de bois, et donc faire une exploitation durable de la forêt. Tout comme il faudra comprendre les rivières, la rivière comme un écosystème vivant et non comme un canal H2O. Et donc, il faudra aussi d'extraire l'eau, mais en garantissant la durabilité, le bon état de la rivière. Jusque-là, donc, nous avons des approches similaires. Le principe de durabilité devrait régir l'approvisionnement en bois et en eau. Mais à partir de là, commencent les différences. Il va sembler, je pense, raisonnable que le bûcheron ou l'entreprise qui fait l'abattage vende les grumes à la scierie qu'il juge la plus pratique. Cette scierie vendra les planches, les poutres aux menuisiers, aux usines de meubles
aux chantiers navals et aux constructeurs de maisons, qui à leur tour vendront leurs produits à la société. Il s'agit donc de confier au marché la gestion du bois, avec les réglementations jugées appropriées. Cependant, si nous faisons la même chose avec l'eau, nous commettrons de graves erreurs. L'essentiel est que, tout comme les valeurs en jeu dans le cas du bois sont systématiquement, d'une façon cohérente, substituables à l'argent, les principales valeurs en jeu dans le cas de l'eau ne sont pas systématiquement substituables à l'argent. Elles ne sont même pas comparables en termes de prix. Comment comparer, par exemple, la valeur de l'eau nécessaire à une famille pour vivre dans la dignité, simplement, et la valeur de l'eau nécessaire au remplissage légitime d'une piscine, par exemple. L'essentiel est que les valeurs et les fonctions de l'eau les plus importantes se situent à des niveaux éthiques différents qui devraient nous amener à établir des priorités par le biais de lois et de normes appropriées réglementant l'utilisation de l'eau. La priorité absolue, à mon avis, doit être accordée à l'eau pour la vie, dans ses utilisations en fonction vitale. Le minimum vital, par exemple, dont nous avons besoin pour vivre dans la dignité, simplement, en tant que droit humain, l'eau potable à l'assainissement. Bon, ça c'est en effet de l'eau pour la vie. L'eau nécessaire à une communauté rurale pour produire sa propre nourriture est aussi de l'eau pour la vie, liée aux droits humains d'ailleurs, à l'alimentation. Même le débit et la qualité de l'eau qui sont nécessaires pour assurer la vie des rivières vivantes, dans le cadre du droit de l'homme, du droit humain à un environnement sain et durable, est également de l'eau pour la vie. À un deuxième niveau de priorité, nous devrons placer les usages et les fonctions que la société ou la communauté considère comme étant de l'intérêt général ou d'intérêt public. Et puis à un troisième niveau, nous devons gérer l'eau pour le développement économique dans des activités productives au-delà des besoins de base qui permettent aux uns et aux autres de mieux vivre. Ce sont sans doute les usages qui exigent le plus d'eau, qui génèrent le plus de risques de pollution et qui mobilisent sans doute les intérêts plus puissants, les intérêts économiques. Mais ils doivent être gérés à un troisième niveau de priorité. Enfin, je parle souvent de l'eau crime dans des usages productifs qui génèrent des rejets toxiques et portent atteinte à la santé des populations et à la durabilité des écosystèmes, des usages qui sont donc illégitimes et qui doivent être donc interdits et évités à tout prix. Il est clair que la gestion de ces priorités éthiques dépasse les capacités du marché. J'insiste sur le fait que je ne suis pas proprement dit contre le marché, mais simplement j'insiste que le marché n'est pas l'outil adéquat pour gérer les droits humains ou la durabilité des écosystèmes. L'eau doit être gérée comme un bien commun, accessible à tous, mais non appropriable par quiconque. Tout comme les écosystèmes aquatiques doivent être gérés comme des patrimoines communs, naturels, à partir d'une approche écosystémique au niveau de bassin, qui garantissent leur durabilité. La complexité de cette gestion dans des sociétés si complexes et sur de vastes territoires tels que les bassins versants, par exemple, exige de déployer les capacités des États et d'établir donc le domaine public sur les rivières, les lacs, les aquifères, les écosystèmes aquatiques, ainsi que sur les eaux que nous en tirons pour nos besoins et nos usages multiples. La gestion publique est donc nécessaire,
mais elle doit garantir la transparence, la participation du public et la responsabilité partagée, comme il se doit pour la gestion des biens communs. Développer une gouvernance démocratique participative, tant dans la gestion locale des services d'eau et d'assainissement sous la responsabilité des municipalités, que dans la gestion des bassins versants sous la responsabilité des agences de l'eau, dans le cas de la France, c'est un véritable défi démocratique qui va bien plus loin au-delà de la garantie du domaine public dans la gestion de l'eau. Il s'agit d'un défi qui va bien plus loin, au-delà de la prévention, de la privatisation de l'eau et de la transformation de la gestion de l'eau en entreprise. Je vous invite à nouveau à lire le rapport que j'ai présenté cette année au Conseil des droits de l'homme à Genève sur la gestion des usages économiques de l'eau comme un bien commun dans une approche fondée sur les droits humains. Enfin, faire de l'eau un argument de paix et de collaboration entre les peuples est passer d'une nécessité évidente à un défi. En effet, l'eau a traditionnellement été avant tout la clé de l'établissement de toute communauté sur les rives d'un fleuve, d'un lac, près d'une source ou sur un aquifère accessible par des puits. Elle était également et continue en fait d'être la clé de la coexistence et de la cohésion sociale. En outre, les fleuves ont rassemblé les populations qui les bordent, indépendamment des différentes langues, de l'ethnie et des religions. Cependant, malheureusement, dans la mesure où la conception de l'eau devient un bien économique que l'on raréfie de plus en plus, fondé sur l'avidité, souvent des plus riches et des plus puissants, et au-delà donc de ces fonctions de maintien de la vie, les tensions autour de son appropriation se développent de plus en plus et continuent à se développer, et donc les conflits apparaissent, émergent. Des conflits qui, dans la sphère interne de chaque pays, sont théoriquement censés être gérés par l'ordre juridique en vigueur et les institutions correspondantes. Malheureusement, si l'on se réfère aux bassins versants transfrontaliers, aux écosystèmes transfrontaliers, ces conflits se compliquent. La considération de l'eau comme une simple ressource partialisable et appropriable, combinée au principe de souveraineté nationale sur les eaux qui drainent le territoire national, fait souvent de l'eau un argument ou un prétexte pour des conflits internationaux qui peuvent se terminer en guerre même. Cependant, passer d'une gestion de l'eau comme simple ressource à une approche écosystémique nous invite à partager les responsabilités dans la gestion durable de ces bassins transfrontaliers, au bénéfice de tout le monde. Le changement climatique nous pousse à comprendre la nécessité de cette transition vers une gestion écosystémique, tout en respectant le principe de souveraineté nationale de tous les États. Il est urgent de comprendre que tout comme un ouragan ou une tempête ne reconnaissent pas les zones de souveraineté nationale, une rivière ne reconnaît pas les frontières lorsqu'il s'agit des risques et des impacts des sécheresses et des inondations. Il devient donc de plus en plus urgent de développer et d'appliquer la Convention des Nations Unies sur l'eau dans la gestion des bassins transfrontaliers. Malheureusement, au-delà des risques de conflits liés aux différends internationaux sur les eaux partagées, ce qui est de plus inhumain et de plus fréquent, c'est l'utilisation de l'eau dans les conflits armés
comme arme de guerre contre la population civile, comme c'est le cas en Irak, au Soudan et surtout à Gaza, où le gouvernement israélien a publiquement déclaré depuis le début des hostilités sa décision de couper l'eau, la nourriture et les médicaments à la population de Gaza. Une décision qui est prise en violation du droit international. En fait, en particulier, je dois dire, j'insiste toujours, l'article 7 du statut de Rome même qualifie de crime contre l'humanité et de crime d'extermination le fait de couper l'eau, la nourriture et les médicaments. Qui sont les principaux moyens de survie, en harmonie brutale avec ce qui est déjà évident comme un véritable génocide contre le peuple palestinien. Enfin, l'obligation de boire de l'eau saumâtre, massivement contaminée par des matières fécales, est une bombe silencieuse qui tue et tuera surtout des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Des milliers qui s'ajoutent aux 40 000 tués, assassinés par les bombes, et aux plus de 10 000, on estime 10 000, qui sont encore sous les décombres. Il faut réagir. L'eau ne peut pas, jamais, être employée, usée comme une arme contre les populations civiles. Merci bien.